Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle émission. Et aujourd'hui on s'enflamme pour Luka Meridze. Ça va Luka? Comment tu vas? Ça va très bien, installe-toi dans ce beau canapé, tout de suite on est dans l'ambiance. Queen, Show Must Go On, le choix de Luka, ça c'est une musique que tu affectionnes. C'est ça, j'écoutais quand j'étais petit et puis ça m'est resté, puis de temps en temps je remets et puis malgré que j'ai déjà écouté des centaines, des milliers de fois, c'est indémodable en fait. T'as bien raison, Luka, ça me fait très plaisir de t'avoir ici. Alors, je ne compte plus le nombre de judokas qu'on a eu dans cette émission, mais c'est toujours un plaisir. On s'était rencontrés déjà pendant les Jeux, le marathon médiatique des Jeux de Paris. On va parler de plein de choses, on a 1 heure d'émission ensemble, mais je vais commencer par te présenter pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices. Luka, tu as 30 ans, tu combats dans la catégorie des moins de 60 kilos, tu es un judoka, évidemment. Triple médaillé olympique, 2 médailles en individuel, l'argent à Paris et le bronze à Tokyo. Et par équipe, la médaille d'or, par équipe mixte, voilà, la voici. Ça fait une belle collection, il y a tous les métaux, c'est parfait. Et tu as aussi été sacré champion d'Europe en 2023. Un beau palmarès, regarde. On a tout mis, notamment les médailles d'or en Grand Slam. Quand tu vois ce palmarès s'afficher devant tes yeux, Luka, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis que je suis assez fier de ce que j'ai accompli et je me dis aussi que j'ai envie d'accomplir encore plus et puis remplir encore quelques cases qui me manquent encore de mon palmarès, notamment le titre de champion du monde, les titres olympiques. Et puis voilà, j'espère que dans les années à venir, je vais réussir à décrocher toutes ces médailles. Dans les années à venir, je te le souhaite, mais l'actualité, c'est un championnat d'Europe qui arrive très très bientôt, du 16 au 19 avril, dans ta ville de naissance, à Tbilissi, en Géorgie. Pression supplémentaire de combattre sur ces terres? Pas forcément, j'essaie de ne pas me mettre la pression par rapport à ça, même si je sais qu'il y a une attente un petit peu de moi, parce que voilà, c'est une compétition qui se déroule en Géorgie, je suis né là-bas, j'ai commencé le judo en Géorgie, mais je reste focus sur ce que j'ai à faire. J'ai l'habitude de combattre à domicile, j'ai combattu plusieurs fois sur le tournoi de Paris que j'ai gagné, les Europes à Montpellier que j'ai gagné aussi, et puis notamment j'ai combattu aussi en Géorgie l'année dernière, le tournoi ça s'était plutôt bien passé pour moi, donc je me dis que je n'ai pas à me mettre la pression. Il y aura les publics forcément qui va me supporter. Donc justement, ça va me donner de la force pour pas abandonner et puis aller jusqu'au bout de mes matchs et puis remporter mes combats. Donc voilà, je reste assez confiant. Tu l'as évoqué, ce grand slam de Tbilissi en 2025 que tu as gagné. T'as ressenti quoi à ce moment-là, Luka, s'imposer chez toi? C'était assez émouvant de combattre en Géorgie. Ce qu'il faut savoir, c'était la première fois que je faisais le Grand Chelem de Géorgie. 2 ou 3 fois, j'aurais dû y participer, mais à chaque fois, il m'était arrivé des petites blessures et je n'ai pas pu faire cette compétition. Donc, ça me tenait à cœur de vraiment faire la compétition au moins une fois de ma carrière et puis gagner. Donc, l'année dernière, j'ai pu combattre, donc j'étais assez content. Parce qu'il y avait mes parents qui avaient fait le déplacement depuis la France, il y avait mes amis de l'enfance, il y avait mon premier entraîneur qui était là, un gros monsieur, c'est lui qui m'avait donné un peu l'amour de mon sport. Donc voilà, j'étais assez content de les faire vibrer. Donc j'étais franchement très satisfait de cette journée. T'es comment toi vis-à-vis de la pression du public comme ça? Alors tu nous parles de toutes ces personnes très importantes qui ont compté énormément dans ton parcours. Oui. Ça te transcende de les savoir dans les tribunes? Franchement, ça me fait du bien. Et puis, dans des moments où c'est dur, il me donne de la force, justement, quand j'entends les gens m'encourager ou la famille. Et puis, je résiste plutôt bien à ces genres de pression, en fait, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça joue plutôt en ma faveur. Plus stressé sur un tatami ou dans une émission? Dans une émission. Dans une émission. Tout va bien se passer, Luka. Le dernier judoka passé sur notre plateau, c'était assez récent d'ailleurs, il s'appelle Axel Clerget. Eh bien, Axel Clerget, un petit message pour toi, Luka, écoute-le. Ouais, salut mon Lucas, comme on s'appelle toujours, j'espère que tu vas bien. Et ben voilà, une grosse bise dans cette émission qui est géniale, je trouve. C'était juste important que je te fasse ce message. Bravo pour tout ce que tu as déjà fait dans ta carrière. 3 médailles olympiques, le premier à Tokyo, c'est juste incroyable. Tu as une régularité qui est juste énorme. Tu m'impressionnes aussi de par la personne que tu es. Tu es une personne fiable, fidèle, un ami hors pair. Je te remercie pour tout d'ailleurs. Et je pense que c'est surtout ce qu'il faut faire connaître
qu'en dehors du champion, en dehors du palmarès, t'es une personne qui est incroyable parce elle est fidèle à elle-même, elle ne change pas, elle n'évolue pas, peu importe les médailles, c'est quelqu'un d'intègre, de droit. Bon, avec quelques petits fautes de prononciation sur certaines choses, on dira pas « y a quoi maintenant ?» La façon dont on s'est rencontrés il y a fort longtemps maintenant autour d'un canoë. Et quand tu parles de la courage en interview, quoi. Mais ça, c'est pas grave. C'est toi, ça te représente. Allez, je te fais une grosse bise et à très vite. Ciao, ciao. Axel Clerget, le néo-retraité des tatamis, comme un grand frère pour toi, Lucas? Bah, bien sûr, déjà ça fait plaisir. Merci à Axel, puis merci à vous d'avoir pensé pour cette petite vidéo. Et puis avec Axel, on a partagé beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, moi quand je suis arrivé dans la région parisienne, voilà, j'étais parti de ma région, la Normandie, et donc j'étais en sport-études. Et je me suis retrouvé sur Paris où je connaissais personne. J'ai pris la licence à Ceci Judo et puis c'est là où j'ai fait connaissance d'Axel. Et puis une fois j'ai eu mes premières sélections avec l'équipe de France, bah, tout de suite on a sympathisé, on est devenus amis. Et puis depuis toutes ces années, les nombres des stages et les nombres des compétitions qu'on a pu disputer ensemble, et puis on s'est entraidés. Il y avait des moments où c'était dur pour lui et d'autres moments où c'était dur pour moi. On a toujours été là l'un pour l'autre. Et ça fait plaisir d'avoir dans son entourage une personne comme ça. Ouais, Et puis il m'a aussi beaucoup appris parce qu'il avait beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, j'étais un jeune dans l'équipe à l'époque, donc j'ai toujours été attentif à ce qu'il disait, à ce qu'il faisait, parce que c'est quelqu'un qui est quand même réfléchi. Et puis voilà, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Et je le remercie pour ça. Et puis il a toujours été bienveillant envers moi. Oui, c'est pas pour rien que tu apparais dans son documentaire, le 174e combat, que je vous invite à regarder. Il est vraiment top. L'émission s'appelle On s'enflamme, Lucas. Est-ce que ça correspond bien à ton style de judo? L'enflammade? Oui, bien sûr, parce que j'ai un judo où je suis généreux de mes attaques, où je vais vraiment à la bagarre, si je peux dire ça comme ça. Et puis voilà, moi, mon but, c'est de gagner le match, pas laisser une seconde à mon adversaire de respirer. Et puis voilà, je suis quelqu'un qui aime le contact, le judo, assez opportuniste, assez dans l'attaque. Ouais, ça plaît notamment au grand public de voir des judokas comme ça. Lucas, la question traditionnelle de l'émission, la dernière fois que tu t'es enflammé, pas forcément sur un tatami, ça peut être dans la vie de tous les jours également. Après, moi, ma vie, vraiment, ça tourne autour du judo, en fait, avec toutes les compétitions, tous les stages. Donc, c'est vrai que la dernière fois où vraiment j'ai été vraiment heureux, c'est quand j'ai appris la naissance de ma petite nièce. Oh. Donc, c'était juste avant Grand Chelem de Paris. Donc, j'ai pas pu aller la voir tout de suite. Donc, j'étais un peu dégoûté, j'étais un peu impatient. Je voulais voir assez vite. Donc, au final, j'ai laissé passer la compète et je l'ai vu juste après. Puis, ça m'avait rendu vraiment très heureux. Oui. Bon, tu sais quoi, Lucas, on va continuer à s'enflammer ensemble. T'es d'accord ? Allez, c'est parti, on va allumer le feu. Alors Lucas, on va se plonger un peu dans ton histoire. Tu es né donc à Tbilissi, je le disais, en Géorgie. Et le judo, tu t'y mets en grande partie grâce à cet homme. On va voir la petite photo de Zourab Sviodari, champion olympique en 2004 à Athènes, le premier champion olympique pour la Géorgie indépendante. Qu'est-ce qui t'a inspiré, cet homme ? Déjà, cette photo, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue. Et ça me fait du bien de revoir cette photo parce que c'est cette photo, c'est ces images qui ont fait que j'ai eu envie de faire du judo. Et puis, il avait marqué un peu l'histoire de la Géorgie. Et puis, il m'a tout simplement donné envie de faire du judo et donné envie de briller aussi comme il a fait ces jours-là. Parce que je me rappelle, je ne le connaissais pas, je l'ai vu à la télé, il a gagné sa médaille d'or et ça m'a procuré beaucoup de bonheur. Et en fait, c'est à partir de là où je me suis dit, ouais, j'aimerais trop devenir comme lui, être champion, et puis faire passer les messages, procurer beaucoup de bonheur aux gens, pour que les gens ils soient fiers, et puis voilà, c'est tout ça, quoi. Il y a une autre personne aussi qui t'a énormément inspiré, c'est tout simplement le cousin de cet homme, le géorgien naturalisé grec Ilias Iliadis, le plus jeune champion olympique à 17 ans à Athènes en 2004 chez les moins de 80 kilos.
Ces deux hommes-là, tu les as déjà rencontrés ou pas? Oui, bien sûr, Ilias Iliadis, déjà je l'ai rencontré quand je vivais encore en Géorgie, Ouais. quand j'étais un enfant. J'allais souvent, tous les ans, j'allais voir un tournoi international qui était organisé en Géorgie. Et c'est là où j'ai eu pour la première fois Ilias Iliadis. Et j'ai toujours été admirative par son judo qu'il proposait. Et puis, Tu lui as dit ça? Quand tu l'as rencontré, tu lui as dit attends, moi je non, suis fan de toi. je pense pas que j'ai déjà dit ça parce que je suis quelqu'un d'assez timide. Et puis maintenant, je le revois régulièrement sur les tatamis parce qu'il entraîne. Il était entraîneur en Ouzbékistan. Là, il est entraîneur aux Émirats, si je ne me trompe pas. Et puis, je le revois souvent sur les stages, sur les compétitions, et puis on parle. Et puis, une fois, il était venu aussi sur Paris. Il était venu pour s'entraîner dans mon ancien club. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Et je me reconnais un peu à travers lui parce qu'il a dû quitter aussi son pays d'origine. Donc, j'ai eu un peu le même parcours que lui. En fait, il est arrivé dans un autre pays où il connaissait personne, où il a dû se reconstruire pour arriver à ce niveau-là. Donc là, quand tu vois ces deux hommes-là, tu te dis moi aussi je veux faire du judo, tu t'y mets tout de suite. Oui, tout de suite, ouais. T'as quel âge à ce moment-là? Et j'ai démarré le judo à 7-8 ans, à l'âge de 7-8 ans. Et il y avait aussi, en fait, en Géorgie, les sports des combats sont très populaires. Bien sûr. Tout ce qui est judo, lutte, c'est là où il y a plus de médailles sur les Jeux Olympiques. Et puis, mon père, quand il était jeune, il a toujours voulu faire du judo. Mais il n'a pas pu faire pour des raisons. Et puis, il voulait, s'il avait un fils, il voulait que son fils il fasse du judo. Donc, c'est aussi grâce à mon père aussi où je me retrouve un peu dans le judo. Et je me souviens, la première année, mon père, il m'emmène dans un club de judo. Et l'entraîneur, il m'a vu physiquement et il m'a dit il faut peut-être attendre l'année prochaine parce que là, il est encore un peu petit physiquement. Donc, j'ai niveau pas de la pu taille faire au niveau de la taille. Ah bah, Ouais. on est dans la même famille hein, là-dessus. Hein. Ouais. Et du coup, j'ai dû attendre un an et puis l'année d'après, je suis revenu et puis j'ai démarré le judo. D'accord. Oui. En fait, en Géorgie, c'est pas comme en France. En France, on peut démarrer le judo assez tôt, à 4 Ouais, ans. très très tôt. Donc en Géorgie, ils jugeaient plus par rapport à physique. Donc s'ils trouvaient qu'il était un peu petit, un peu faible, du coup, tu ne peux pas forcément commencer tout de suite les judo. Et tout de suite, dès que tu démarres, dès les premiers combats, dès les premiers entraînements, tu sais que ça va être ton truc. Tout de suite, j'ai aimé. Tout de suite, j'ai kiffé. Je me suis retrouvé avec beaucoup d'enfants. Je me suis fait des amis très vite. Et puis, mes amis d'aujourd'hui, c'est les amis du judo quand j'ai commencé le judo, en fait. Ouais. Donc, mes très bons amis qui sont en Géorgie, on a démarré le judo ensemble. Donc, on se connaît depuis qu'on est tout petit. Donc forcément, on a créé des liens et puis tout de suite j'ai accroché le judo, tout de suite je suis parti en compétition et je me souviens, la première compétition, j'avais perdu, je crois, en place étroit et j'aimais pas perdre. J'aimais pas perdre, j'étais en larmes, je pleurais, j'étais un petit nerveux à l'époque et du coup, j'étais pas content, mais quand on est rentré sur Tbilissi, mon entraîneur, il m'avait ramené une médaille. Ouais. Et il m'avait remis une médaille en me disant que j'avais fait quand même une bonne journée. Et puis ça m'a fait beaucoup de plaisir. Alors il y a un truc qui peut peut-être nous, en France, nous paraître assez dingue. Quand tu commences le judo en Géorgie, il n'y a que des garçons. Oui. Il n'y a pas du tout de filles. Est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons? À l'époque, les mentalités faisaient qu'en fait, une femme ne pouvait pas forcément faire un sport des combats. Et moi, dans mon club de judo, là où j'ai commencé le judo, il n'y avait aucune fille. Donc, il n'y avait que les garçons. Et il n'y avait même pas des championnats ou des tournois pour les filles, parce que les filles ne faisaient pas du judo. Et je suis assez content parce que maintenant, les mentalités ont changé. Aujourd'hui, il y a les championnats nationaux pour les féminines. Quand tu vas dans n'importe quel club de judo, tu vois des féminines. Donc ça fait plaisir. Ça veut dire que les gens évoluent, les judo évoluent, donc ça c'est très bien. C'est une très bonne chose. Ouais, c'est super, on évoque tout ça. Alors il y a eu des bons moments, la découverte du judo, etc. Mais il y a eu aussi des moments très compliqués, notamment en 2008 où la guerre éclate en Ossétie du Sud. Ta famille doit quitter la Géorgie. Est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu as des souvenirs de ce moment-là où tu apprends que tu dois quitter ton pays de naissance? En fait, oui, il y a eu la guerre, mais la région où j'étais, ça n'a pas été touché par la guerre. Ouais. Et mais c'est quand même stressant d'être dans un pays qui est en guerre et puis
tu dis peut-être qu'aujourd'hui ta région n'est pas touchée là où tu es, mais à n'importe quel moment il peut venir jusqu'à toi. Donc c'est sûr que j'ai pas vécu la guerre très près par rapport à les villes qui ont été vraiment bombardées, mais c'est quand même assez flippant d'être dans un pays où on nous bombarde, quoi. Et puis la raison, c'était pas vrai. On est parti après la guerre parce que la situation n'était pas forcément très bonne en Géorgie. Et puis il y avait toujours un risque que la guerre reprenne. Et puis c'était surtout les choix de mes parents. Moi, j'étais qu'un enfant, donc j'ai suivi mes parents parce que j'étais mineur. Et puis c'était difficile forcément de quitter ses proches, son club de judo, ses amis. Avec ma famille, on a dû laisser mes 2 grandes sœurs en Géorgie, donc ils n'ont pas pu venir avec nous. Donc on partait, mais on ne savait pas forcément où est-ce qu'on allait et puis comment notre vie allait tourner en fait. Et puis, j'ai pas forcément revu mes sœurs tout de suite parce qu'au début, on était dans une situation irrégulière. Donc, avant d'avoir les papiers, avant d'avoir le droit de retourner en Géorgie ou qu'eux, ils puissent venir en France parce que la Géorgie ne faisait pas du Schengen à l'époque. Donc, on ne pouvait pas quitter la Géorgie comme ça pour venir en Europe. Donc, j'ai mis des années avant de revoir mes sœurs. Donc, ça, c'était un moment assez difficile de ma vie. Parce que je suis assez famille, je suis très proche de mes parents, mes sœurs, et puis être éloigné de ces sœurs avec qui j'ai grandi, on a partagé des moments, ça a été un moment assez difficile. Oui, parce qu'en plus, donc ta famille et toi, vous n'arrivez pas tout de suite en France. Il y a 8 mois en Pologne. Oui. Comment tu as vécu, toi, cette transition avant d'arriver en France? Bah oui, d'abord on est arrivé en Biélorussie. Ouais. Après on a pris un train de Biélorussie et puis on est arrivé en Pologne. Et puis c'est en Pologne où on a fait la demande pour être réfugié politique. Donc là, Et tu puis, faisais plus de judo à ce moment-là, Non, cette non. transition. Oui, j'ai fait du judo en Pologne. J'ai fait D'accord, du judo en ok. Pologne, je suis allé à l'école. Mais d'abord, ils nous ont trouvé une place dans un foyer. Après, une fois on a commencé à vivre dans ces foyers, bah, l'objectif c'était de me scolariser et puis à aller trouver un club de judo. Et je me rappelle, avec mon père, on marchait dans les rues, on essayait de demander aux gens justement pour trouver un club de judo. Après, on est allé à la mairie et c'est comme ça ils nous ont donné les adresses du club. Donc, on était dans une petite ville dans une petite ville de Pologne. Donc, il n'y avait pas 40 000 clubs, il y avait 3 ou 4 clubs au total. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a trouvé un club et puis on y est arrivé et puis on s'est présenté comme on pouvait parce qu'on ne parlait pas polonais, on parlait pas forcément, mes parents ne parlaient pas forcément anglais. Et du coup, voilà, j'ai commencé le judo. En fait, judo, c'est vraiment une grande famille. Ouais. C'est vraiment une grande famille parce que peu importe d'où tu viens, peu importe tes origines, en fait, quand tu mets les pieds sur les tatamis dans un dojo, je trouve qu'on devient tous égaux. Oui. Et tout de suite, je me suis fait des amis, tout de suite, j'ai été intégré dans le groupe. Et en fait, tout de suite, ça a été facile pour moi. Parce que même si je ne parlais pas la langue et je ne comprenais pas ce qu'on me disait, j'arrivais à m'exprimer à travers le judo. Et je me suis fait vraiment des très bons amis en Pologne. Même aujourd'hui, je suis en contact. Ils sont venus une fois nous rendre, moi et ma famille, visite. Ils nous ont rendu visite à Paris. Une fois, on est retourné aussi chez eux en Pologne. Une fois, on a quitté la Pologne. Et puis, ils sont même venus une fois en Géorgie. Donc, voilà, les judo, ça unit des gens et puis on se fait des amis. Et puis après, ces personnes, en fait, c'est comme de la famille, en fait. Et puis tu l'as dit, et je pense que même lors de ton arrivée en France, alors Oui. encore une fois, il y a la barrière de la langue, hein, tu ne parlais pas du tout forcément, français, ouais. mais le judo est une langue universelle. Oui. T'en as parlé, donc ça aussi, je pense que ça a été ton moyen en fait de Oui. t'intégrer. C'est sûr, en France, bah, après, on a dû quitter la Pologne parce que notre demande a été refusée. Et puis, c'était un moment assez dur aussi parce qu'au final, tu commences à t'attacher avec des gens, tu commences à te faire des amis, tu commences à créer des liens justement avec ces personnes. Et puis, en fait, tu te dis, il faut encore repartir, il faut encore recommencer tout à zéro. Mais voilà, on n'avait pas le choix, donc on a quitté la Pologne. Tu le vivais comme un déchirement, toi, à chaque fois, départ de la Géorgie à la Pologne, départ de la Pologne à la France, est-ce que ça a été à Oui, chaque fois forcément, très c'est des compliqué? moments difficiles parce que quand tu commences à sympathiser avec des gens et puis tu commences à te faire des amis, bah, après tu requittes et puis tu sais que là où tu vas arriver, tu vas forcément connaître personne. Donc retour à tu la vas case devoir, départ, c'est ça, tu vas devoir recommencer tout à zéro. Donc ça a été assez difficile aussi ces moments.
Et puis après, je suis arrivé en France avec mes parents. On avait pris un passeur qui nous a fait passer l'Allemagne, Belgique, et puis après on est arrivé en Pologne. Et puis en premier, on avait une adresse d'une église géorgienne orthodoxe. Ok. Et du coup, on est arrivé dans cette église et puis il y a le prêtre qui nous a accueillis et puis il nous a expliqué un petit peu comment il fallait faire. Il nous a guidés, quoi. Il nous a guidés, puis voilà, on a vécu sur Paris. Tout de suite derrière, j'ai été scolarisé. Tout de suite derrière, j'ai trouvé un club de judo. Et je me souviens, on était tombé sur un... En fait, avec mon père, on était dans le Paris, on cherchait un club de judo, et en fait, on est tombé au hasard sur un tournoi de judo. Et en fait, il y avait un club qui était présent, c'était le championnat de Paris, et en fait, ils avaient beaucoup de représentants. Et les judokas de ce club, ils faisaient bien judo. Et en fait, ils étaient habillés en survêt rouge. Et c'était marqué Bolivar, c'était le judo club de Bolivar, donc Dans le qui se 19e, trouve ouais. c'était en 19e arrondissement, et c'était aussi le premier club de Tederiner. Mais tout ça, je ne savais pas. Et au final, on a fait nos recherches sur Internet, on a trouvé l'adresse, et en fait, j'avais une lettre traduite par mon ancien club de Pologne en français, Ok, ouais. et en fait, je ne parlais pas français, du coup, j'arrive au club avec cette lettre, je donne la lettre au professeur, j'ai toujours la lettre, mon père, il garde cette lettre, ouais. et puis en fait, le professeur, il lit la lettre, et en fait, il dit, bienvenue, Super. tu peux faire du judo avec nous, il n'y a pas de souci, et puis c'était à la fin d'année, c'était la fin de saison. Du coup, il restait un seul tournoi. C'était resté les tournois du club que j'ai fait, j'ai gagné. Et puis voilà, pareil, tout de suite, on a créé des liens. Tout de suite, je me suis fait des amis. Et puis encore, il y a 2 jours, j'étais avec mon ancien entraîneur. Donc j'ai toujours gardé un contact, même avec lui. On a mangé, on a déjeuné ensemble l'autre jour. Et puis voilà, toutes ces personnes-là qui m'ont aidé justement pour atteindre ces niveaux-là, je ne les oublie pas, je suis vraiment très reconnaissant. Et puis des fois, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps pour les voir parce que vraiment, quand on est athlète de haut niveau, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de déplacements. Même des fois, je ne vois pas beaucoup les personnes de ma famille aussi. Mais c'est des sacrifices à faire aussi, hein. Puis je sais que quand j'arrêterai ma carrière, à ce moment-là, je pourrai en profiter un peu plus pour passer un peu plus de temps avec eux. Et puis voilà, j'ai commencé le judo dans ce club à Bolivar. Et puis du coup, on a fait aussi en parallèle la demande pour être réfugié politique en France. Et puis après, ils nous ont trouvé une place dans un foyer au Havre, en Normandie. Et du coup, là, il a fallu encore quitter les gens avec qui on avait sympathisé. Et puis du coup, Il n'y a jamais de stabilité, oui, quoi, il vraiment. n'y avait pas de stabilité en tout cas. Et du coup, on a quitté Paris. Et on est arrivé du coup au Havre. Au Havre, ils nous ont accueillis, les assistantes sociales, et puis ils nous ont ramenés au foyer. Et puis quelques jours après, les gens de Bolivar, de mon ancien club, ils sont venus nous rendre visite pour savoir si tout allait bien. Ouais, tu parles vraiment de famille, c'est ça, hein. Ouais. Et puis au final, c'est des gens que je connaissais peut-être depuis moins d'1 an, en fait, depuis moins d'1 an, mais en moins d'1 an, on avait vraiment créé des liens, on était vraiment devenus amis, proches. Et puis ils sont venus, ils étaient 6 ou 7 du club, et puis on avait passé une journée, et puis après ils sont repartis, ils sont revenus sur Paris. Ouais, dans Mais- tous les moments Ouais. difficiles en fait que tu as vécu, Oui. que tu as traversé avec ta famille, le judo a été vraiment l'élément qui t'a permis de Un tenir moment, à chaque ouais, fois. qui m'a permis de tenir, m'intégrer, et puis pas forcément dériver pour faire n'importe quoi, Ouais. quoi. Le judo, ça m'a permis d'avoir toujours un cadre assez solide autour de moi. Et puis après, voilà, je suis arrivé au Havre, je me suis assez rapidement trouvé un club de judo. Et puis tout de suite, derrière, je me suis aussi scolarisé. Et puis voilà, j'ai recommencé à zéro, quoi, comme j'avais fait à Paris, comme j'avais fait en Pologne. Mais au final, j'ai réussi à m'intégrer assez facilement grâce au judo, encore une fois. Et j'ai fait une saison entière dans mon club du Havre. Et puis après, j'ai appris qu'il existait des sports-études en France où tu peux t'entraîner 2 fois par jour et en parallèle faire tes études. Et puis, du coup, j'ai fait la demande, j'ai été pris en sport-études parce que j'avais fait une bonne saison, j'avais fait 3e en championnat de France UNSS, j'avais fait aussi des médailles au niveau des tournois nationaux. Ouais. Et puis, ils m'ont intégré au Pôle Espoir, et puis au Pôle Espoir, j'étais content. Je m'entraînais tous les jours. Je suis passé de mon club où je m'entraînais 2 à 3 fois par jour
à tous les jours, 2 fois par jour. Et puis ça m'a permis de passer un cap de ma carrière et puis progresser vraiment. Et j'ai passé tous mes années cadets, juniors au sport-études. Et puis après, j'ai fait des médailles au championnat national. J'ai fait le titre de champion de France, vice-champion de France aussi. Et puis, avant de décider, une fois que j'ai fini mes années juniors, en 2015, j'ai réussi à obtenir la nationalité. Et là, je me suis dit, il faut que je monte à Paris. En fait, je suis senior, le haut niveau, ça se passe vraiment sur Paris. Bien sûr. Et puis voilà, je décide de quitter le Pôle Espoir. Et mon ancien club, il m'aide à trouver un nouveau club sur Paris. J'arrive du coup à Ceci Judo. Et puis après, ma carrière démarre à ce moment-là et bascule à ce moment-là, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, quand je suis arrivé sur Paris, j'avais pas de revenus. Donc, quand j'étais en sport-études de Rouen, j'ai fait les études de cuisine. Ah oui, J'ai travaillé aussi dans une brasserie à un moment, en plus de ma carrière, en parallèle. Je faisais le service le midi, je cuisinais, et puis après les soirs, j'allais à l'entraînement. Mais j'ai réussi à avoir mon diplôme. Et puis après, j'ai arrêté les études de cuisine parce que ce n'était pas compatible avec les judo. Il fallait faire un choix. Donc, je me suis dit, en fait, je peux faire des belles choses, je suis sûr que je peux y arriver, je peux réussir dans le judo, donc je me dois de me donner des moyens. Et puis si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, j'ai un diplôme, je pourrais toujours retourner peut-être en cuisine. Et puis j'avais aussi passé un diplôme pour être professeur de judo. Donc j'avais quelque chose après le judo, quoi. Ouais. Et tu as bien fait. Tu as bien fait finalement de te concentrer que sur le judo, puisque, alors je fais un petit saut dans le temps, mais après le Covid, ta carrière a basculé, littéralement. Oui, c'est sûr. Tu décroches ta qualification aux Jeux de Tokyo. Le report des Jeux, ça a été hyper bénéfique pour toi, puisque ta qualification, sinon ça aurait été peut-être compliqué de l'avoir. Exactement, c'est ce que je dis toujours. Et puis voilà, c'est la réalité aujourd'hui. Si les Jeux c'était en 2020, je ne faisais pas les Jeux. Ouais. Et j'étais tombé un peu, quand je suis monté sur Paris, quand j'ai intégré l'INSEP en tant que partenaire, j'étais tombé un peu dans une routine où je ne m'écoutais pas assez moi et je suivais un système les yeux fermés. Mais au final, on est tous différents. Après, à un moment, quand tu es jeune, c'est sûr, il faut passer par là aussi où tu t'entraînes beaucoup et puis tu suis un système et tu suis tout un groupe. Il faut passer par là, bien sûr, pour passer des caps et puis vraiment progresser. Et puis après, j'étais arrivé à un stade où je me blessais un peu trop parce que je ne m'écoutais pas assez. Et puis, le Covid a fait que, du coup, j'ai réfléchi sur tout ça. Pourquoi, avant le Covid, ça ne marchait pas bien pour moi? Je me suis posé toutes ces questions-là. Et puis, l'effet de me retrouver dans ma famille, ça m'a fait du bien. Je me suis ressourcé. Et pendant tout le Covid, je me suis entraîné tous les jours. Je me suis entraîné tous les jours, physiquement. J'avais mon préparateur physique qui m'envoyait des séances. Et puis, en fait, je suis arrivé, après le Covid, dans une bonne forme où je n'avais pas forcément pris 5 ou 6 kilos. J'étais prêt déjà à attaquer une compète assez rapidement. Et du coup, tout de suite derrière, il y avait une compète Grand Chelem de Budapest. Ouais. Et en fait, je n'avais pas ma place pour aller sur cette compétition-là. Donc, j'ai fait des test matchs en France. On était 2. Et l'un des 2, c'est lui qui gagnait, décrochait une place pour aller au Grand Chelem de Budapest. Il y avait déjà un Français qui faisait cette compétition. Et du coup, c'est celui qui devait faire sûrement les Jeux en 2020. Et du coup, moi, c'était une chance d'avoir encore une chance supplémentaire d'essayer de me qualifier et puis aller au jeu. Et du coup, je gagne mon test match en France. Du coup, je décroche la qualification pour aller au tournoi. Et puis au tournoi, c'est là où j'ai fait ma première médaille en Grand Chelem. Ouais. Car auparavant, j'avais beaucoup de Grand Chelem. Je faisais 5e, 7e ou des fois, je faisais premier tour. Et je ne faisais pas de médaille. Et puis, c'est là où je décroche ma première médaille. Après, il y a eu la sélection aux Europes. Ouais. Et la sélection pour les Jeux Olympiques, ça s'est joué aux Europes. C'est là où je gagne ma place, je fais 8 champions d'Europe et c'est avec ça où je décroche ma qualification au jeu. Ouais, qualification au jeu. C'est magique quand même, hein. On a parlé au début d'émission, Jeux Olympiques d'Athènes 2004, c'est là où ça te donne envie de commencer le judo. Et quelques années plus tard, tu te retrouves aux Jeux de Tokyo avec un statut d'outsider. Personne ne t'attend vraiment pour une médaille. Pas du tout. Ouais. Et tu vas décrocher le bronze. Oui. Comment tu les as vécus ces Jeux rapidement, Lucas? Quel souvenir tu en gardes? Déjà, je n'étais pas favori. J'arrive, je suis 23e ou 25e mondial à la ranking list. Donc, j'avais moins de pression que les autres. Et ce que vraiment j'ai retenu, je me rappelle avant de partir, mon ancien entraîneur, Stéphane Duc, il me dit, Lucas, t'imagines, tu as réussi à te qualifier au jeu, tu n'as rien à perdre. Va sur ces Jeux, franchement, donne le meilleur de toi-même.
Et puis après, le reste, on verra. Et en fait, je me suis mis ça dans la tête et je suis arrivé sur ces jeux sans pression, en mode, Lucas, t'es là, c'est déjà énorme. Tu t'es entraîné, par contre, tu as fait une grosse préparation, tu es prêt, vas-y, lâche-toi maintenant. Toi, tu n'es pas attendu. Les autres, ils sont attendus, ils ont plus de pression parce que eux, on attend qu'ils fassent des résultats. Et ce n'est pas ton cas. Et du coup, bah, en fait, au premier tour, je prends celui qui m'avait battu quelques mois avant au championnat d'Europe en finale. Du coup, je gagne mon premier tour. Et puis après, en fait, j'ai battu déjà. Et puis, en fait, ça m'a ouvert, ça m'a donné beaucoup de confiance. Juste ce premier combat, Oui. Lucas, je me dis c'est quand même quelque chose, un premier combat aux Jeux Oui. Olympiques. En plus, voilà, le premier tour, bah, si tu perds, c'est la porte de sortie directement. Directement, oui. Gros enjeu, Pas droit à tu l'erreur. l'as dit, face un finaliste des championnats d'Europe face à toi. Oui. Il y avait une pression à ce moment-là où tu as réussi à faire complètement abstraction de tout en te disant bon, allez, moi j'y vais, full plaisir et je m'amuse sur le tatami. Je pense ces jours-là, ma force a été de ne pas avoir la pression. Et c'est ça qui a fait que du coup, j'ai sorti les adversaires contre qui j'avais perdu auparavant, que ce soit, comment ça s'appelle, ça soit premier tour ou ma place des trois. Ce sont les deux adversaires contre qui j'avais perdu. Et puis, c'était des adversaires avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de résultats déjà. Donc, ma force a été où j'ai réussi à me lâcher, à me libérer et puis à montrer tout mon potentiel. Et tout son potentiel, on arrive à le montrer si on n'a pas de stress. Par contre, si on stresse, on peut avoir fait une grosse préparation, on peut être très talentueux, mais le stress, ça nous bouffe de l'intérieur et on n'arrive pas à se libérer. Et moi, j'ai réussi à me libérer en fait, parce que je n'étais pas stressé. Et cette médaille, Lucas, parce que là on parle de ce statut d'outsider que Oui. tu avais avant les Jeux, quand tu as la médaille autour du cou, alors c'est une médaille de bronze mais ça reste magique, le statut change. Oui, bien sûr. On Ouais. passe d'outsider à judoka attendu Oui. pour la suite. Est-ce que ce poids de la médaille, j'ai envie de dire, a été dur à porter après Tokyo? Ça va, j'ai plutôt bien vécu. J'ai plutôt bien vécu. Je suis revenu et en fait, une fois que je suis revenu, j'ai pas été médiatisé de ouf. Du coup, c'était pas si mal au final parce que du coup, je suis resté dans mon coin. J'ai pris déjà du temps après les Jeux parce que ce qu'il faut savoir, quand on fait 4 ans de préparation, C'est il sûr. faut couper un moment, soigner des petits bobos et puis essayer de retrouver la motivation parce qu'après il y a un gros bloc comme ça et après une médaille au jeu, si on revient trop tôt, on peut se faire mal, on peut se blesser puis on peut être un peu dégoûté. Donc j'ai pris le temps, puis j'ai repris la compétition au moment où j'avais déjà envie de revenir. Ouais. Et puis c'est vrai que comme tu dis, le statut change, on n'est plus attendu, on est plus analysé aussi par nos Sûr. adversaires. Mais j'ai plutôt bien vécu tout ça en fait. J'arrive à pas me mettre la pression en fait. Et puis Comment tu fais? Parce que là, ça paraît naturel Oui. quand tu le dis, mais est-ce que tu as des petites méthodes, des choses que tu Oui. travailles pour justement faire glisser la pression? En fait, déjà, je m'entoure des bonnes personnes. Je m'entoure des bonnes personnes à qui j'ai confiance et des gens que je sais qui veulent que du bien pour moi. Donc déjà, quand tu as ces personnes-là autour de toi, bah, en fait, déjà, ils te mettent bien, ils te mettent à l'aise et puis ils ne te mettent pas forcément la pression. Et puis après, au quotidien, en fait, je suis quelqu'un de assez simple, en fait. Je ne me prends pas la tête. Et puis, c'est ma nature fait que, du coup, je suis comme ça, en fait. Et j'ai réussi. Tu ressembles, le Lucas de la vie de tous les jours ressemble au Lucas sur le tatami? Non, je pense, une fois que je suis sur les tatamis, je deviens un guerrier. Et puis là, je suis moins gentil que dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, des fois, je peux me faire bouffer parce que je suis trop gentil et tout. Ouais. Mais sur les tatamis, je pense que j'arrive à me transformer, ouais. Justement, donc voilà, Tokyo passe, médaillé olympique, cette belle médaille qui est juste là sur la table. On se projette, on parle de Paris, on revient sur cette aventure extraordinaire. Alors déjà, avant de parler de la compétition en tant que telle, je sais très bien que dans le judo, il y a toujours une grosse concurrence. Dans chaque catégorie, c'est toujours une vraie bataille pour obtenir son ticket olympique. Comment on la vit, cette rivalité au quotidien? Est-ce que parfois ça peut être difficile moralement? Des fois, ça peut être plaisant parce qu'à chaque fois, quand on va sur un tournoi, forcément avec un concurrent français, du coup, tout compte en fait. Donc, c'est vrai que j'ai fait ma médaille aux Jeux de Tokyo, mais ça ne voulait pas forcément dire que j'allais faire forcément les Jeux de Paris. Parce que j'ai repris la compétition, une fois que j'ai repris, ça a bien marché, j'ai remis tout de suite une médaille.
mais on est encore loin des Jeux. Donc, en fait, rien n'est joué à l'avance. Rien n'est joué à l'avance. Donc, j'ai dû recommencer tout à zéro, en fait. Même si j'ai fait ma médaille aux Jeux de Tokyo, il fallait que je fasse mes preuves pour me qualifier à nouveau pour Paris et puis montrer encore que c'est moi le leader et c'est moi qui mérite d'aller sur ces Jeux. Donc, on recommence tout à zéro, en fait. Tout ce que j'ai fait avant Tokyo, c'est resté. Et puis, le statut et tout, moi, j'ai mis de côté. À un moment, j'ai bien profité de ma médaille aux Jeux. J'ai profité. Et à un moment, pour réussir à passer à autre chose, il faut que tu fasses le deuil de ta médaille et se fixer des nouveaux objectifs. Faire comme si tu n'en avais pas, quoi. Comme et si tu n'en repartir avais de pas l'avant. pour repartir à l'avant, quoi. C'est ça. Donc ton concurrent dans la catégorie des moins de 60 kilos, on l'a reçu d'ailleurs Oui. ici, c'est Romain Valadier-Picard. Le jour où tu apprends que tu es sélectionné pour les Jeux de Paris, Oui. comment ça se passe? Parce que je suppose qu'il y a une partie de toi qui a envie d'exulter, de dire « Oh, mais c'est incroyable, c'est magnifique, je vais revivre une expérience à la maison qui plus est. » Et une autre partie de toi qui se dit « Ouais, mais… » Alors, je ne sais pas votre relation avec Oui. Romain en dehors, mais qui doit se dire « Bon, je me dois aussi de ne pas trop montrer que je suis heureux vis-à-vis de lui et vis-à-vis de tout ce Oui, bien sûr. qu'il perd sur le moment, finalement. » Oui, c'est sûr. Après, je suis quelqu'un qui est assez bienveillant. Ouais. Donc, jamais je ferai quelque chose. Par exemple, j'ai décroché ma qualification, mais ce n'est pas pour autant que devant lui, je montrais que voilà, j'étais trop content. Et parce que c'est un respect aussi envers lui, parce que je sais que c'est quelqu'un. C'est un judoka déjà talentueux, je trouve. C'est un judoka qui bosse beaucoup. Donc, il aurait aussi mérité la place d'aller sur ces Jeux. Après la dernière compétition où j'ai fait avec lui, les résultats ont fait que c'est moi qui avais décroché la qualification. Donc après, voilà, c'est comme ça fait partie du sport de haut niveau. J'imagine que forcément, ce n'est pas facile d'être de l'autre côté. J'ai jamais vécu ça et puis j'espère vivre jamais ça, mais j'imagine que ça doit être un moment assez traumatisant. Donc voilà, je compatis par rapport à ça. Et puis voilà, on n'est pas amis, je ne vais pas vous mentir, on n'est pas amis avec Romain, mais on a du respect, on se dit bonjour et puis voilà, notre relation, ça reste assez cordiale. Cordial, et ouais. voilà, il y a une concurrence Oui. saine. Il y a une concurrence saine, bien sûr. Hein. Tu bosses avec un préparateur, une préparatrice mentale, Luca? Je n'ai bossé un petit peu à l'époque avant 2021, donc D'accord. avant les Jeux. Et Après, le 24 suivant, j'ai arrêté et puis là, j'ai repris il n'y a pas longtemps. D'accord. Parce que des fois, on a un ego en mode oh, j'ai pas besoin, je suis assez fort. J'entends beaucoup de judokas, souvent des jeunes qui ne se rendent pas en compte, mais ils pensent qu'ils n'ont pas besoin, mais en fait, tout le monde a besoin. Et à un moment, même moi, je suis tombé un peu dans ces panneaux en mode après les Jeux de Tokyo, ouais, j'ai pas besoin en fait, j'ai pas besoin de préparation mentale et tout. Et puis du coup, j'ai pas fait. Et là, pareil, après les Jeux de Paris, je disais j'ai pas besoin, mais en fait, mes proches ont fait que du coup, ils m'ont vraiment demandé d'aller voir quelqu'un. Ouais. Et je suis vraiment allé voir quelqu'un. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'en avais besoin. Je n'avais besoin, j'avais accumulé beaucoup de choses. Pardon, j'avais accumulé beaucoup de choses et j'avais besoin d'en parler. J'avais besoin d'analyser tout ça et puis travailler des choses qui peuvent me stresser ou qui me gênent un peu au quotidien. Donc au final, j'ai repris un travail ce côté-là et ça me fait beaucoup de bien. D'accord. On va parler 5 minutes là, des Jeux de Paris. Tout de même, Luca, l'Arena Champ de Mars, lieu emblématique, ambiance dingue. Le public français sur le premier combat, quand tu rentres sur le tatami, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que déjà tu avais déjà ressenti ça dans ta carrière? Non, j'ai jamais ressenti ça. Ce que j'ai pu vivre aux Jeux Olympiques de Paris, c'est vrai que j'ai vécu les Jeux Olympiques de Tokyo, mais c'était à huis clos, donc il n'y avait personne autour. Même si du coup, il y avait un peu les athlètes, le staff. Et du coup, comme il n'y avait personne à la salle, j'entendais justement le staff et les athlètes français m'encourager. Et ça m'avait beaucoup aidé. Et puis là, je me retrouve des Jeux Olympiques de Tokyo, où c'était vide, à des Jeux Olympiques chez nous, devant le public français, devant la famille. Et c'était juste incroyable. Mais franchement, quand on montait sur le tapis, tu disais, je ne peux pas perdre en fait. Il y a tout le public, tout le peuple. J'ai l'impression d'être deux, quoi. Ouais, Deux contre un. franchement, ouais. Et puis j'entendais tout. Des fois, je suis trop focus dans mon match et je n'entends pas forcément ce qui se passe. Mais là, les encouragements, c'était tellement fort qu'en fait, j'entendais. Et ça me faisait du bien. À un moment, j'entendais la Marseillaise. Donc,
Ça m'a donné beaucoup de force justement pour aller au bout d'une finale, quoi, une finale olympique. Ouais, c'est vrai que l'ambiance Ouais. était folle. Avant d'entrer sur le tatami, moi je me rappelle, Axel Clerget nous disait, nous confiait qu'il se répétait PSA, pause, serein, appliqué. Oui, Sa petite méthode, c'était ça pour voilà, rentrer dans sa bulle, se matrixer. oui. Est-ce que toi, Lucas, tu as un petit truc comme ça, que tu te répètes, un geste que tu fais, peu importe? Bien sûr, on a tous des mots, donc souvent c'est quand on fait de la préparation mentale, c'est Ouais. là où du coup on détermine ces 3 mots qui font que du coup quand j'ai un moment de doute, je peux me répéter ça, ou quand j'ai un moment de stress, je peux répéter ces mots-là. Et puis c'est des mots qui me mettent en confiance, qui me rassurent. Et puis C'est quoi ces mots? après, je ne vais pas forcément dire les mots, c'est assez personnel Ouais, et tout. ok, bien sûr. Mais Ouais. voilà, en tout cas, j'ai aussi des mots que je me répète à des moments où je ressens les besoins. Lié au judo, ces mots, comme Axel ou pas du tout, sans les dire. Hein, mais, Oui, il y a des mots où c'est lié au judo et puis il y a des mots où c'est lié plus à la famille et aux d'accord, proches, quoi. plus Ouais. personnel. Plus personnel, ok. ouais. Ok. Ouais, Donc c'est ça peut être intéressant. aussi il y a des mots, ça peut être aussi des souvenirs. Ouais. Des souvenirs qui nous rassurent, des souvenirs qui nous font du bien, ça peut être aussi ça. Hein. Des fois, je peux me poser dans un coin, je sens que je suis un peu stressé avant un match, et puis je ferme les yeux, je fais un petit peu un travail de sophro, et puis je pense à des souvenirs qui me rendent heureux. Et puis voilà, tout ça fait que du coup, mon cœur, mon rythme cardiaque descend, et puis je peux affronter mon combat plus sereinement, en fait. Tout se passe très bien pour toi durant ces Jeux de Paris. Tu gagnes la demi-finale, tu te qualifies en finale. Oui. Combien de temps entre la demi et la finale et qu'est-ce que tu fais? Comment tu occupes ce petit laps de temps avant le plus grand combat de ta carrière? En fait, ça va très vite. Parce que, par exemple, quand nous, on fait des tournois ou un championnat du monde ou des Europes, souvent, on fait les phases éliminatoires. Après, il y a 1h30, 2h, 2h30 des pauses. Et après, tu fais soit ta finale, soit ta place des 3. Mais ce qu'il faut savoir au jeu, en fait, tu fais ta demi-finale. Et puis tout de suite après, il y a la finale. Donc il y a 4 ou 5 combats et tout de suite après, tu enchaînes. Donc tu n'as pas beaucoup de temps de te poser 40 000 questions. En fait, tout de suite derrière, il faut se remettre dans le match. Donc comment je me suis occupé? Tout simplement, je pense, j'ai dû m'échauffer un petit peu, j'ai dû faire un peu des exodynamiques, j'ai dû marcher un peu autour des Ouais, tapis. Et puis voilà, après, ça va trop vite. Souvent, on nous appelle 2 combats avant. Donc il faut en fait, tu es à peine revenu de ta demi-finale, il faut Ouais, déjà tout de repartir suite, à la salle d'échauffement. D'accord. Et Ouais. puis après, on passe en dessous des gradins, on passait en dessous des gradins de la salle d'échauffement. Et en fait, il y a beaucoup de gens sur les gradins, il y a du bruit, il y a les pas. En fait, tu entends tout. Et puis, Ouais, un peu difficile ouais. de rester dans sa bulle, quoi. On va en Oui. parler de cette finale. Hein. Tu as affronté Yeldos Smetov, un judoka très expérimenté, double médaillé olympique en 2016 et 2021. Oui. 2024 évidemment. Pendant le combat, la médaille d'or, elle est à portée de main, clairement. Puis il y a ce contre décisif du Kazakh. Ouais. Avec le recul, maintenant il y a quand même un peu de recul. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a manqué, Lucas, pour aller la chercher, cette médaille d'or? Je dirais un peu de sagesse Ouais. de ma part. Ouais. Un peu trop gourmand pour le coup. Un peu trop généreux. gourmand et puis souvent, ça a toujours été un peu mon défaut. J'ai déjà perdu pas mal des matchs où, à force de vouloir trop faire, en fait, Tu te fais piéger. tu te fais piéger, ça finit en fausse attaque ou ça finit par une contre de l'adversaire. Et puis c'est ce qui s'est passé. En fait, j'étais vraiment bien. Je me sentais fort, j'étais confiant. Mais j'avais un excès de confiance et un excès d'envie, en fait, de motivation. Et cet excès de motivation et d'envie a fait que du coup, en fait, je suis parti dans un match à balle. C'est vrai, il a pris première pénalité, il a pris deuxième Oui, pénalité. t'étais vraiment pas loin. Et il aurait pu aussi prendre troisième pénalité. J'étais dans une bonne lancée, mais une attaque de ma part de trop, avec manque de préparation, a fait que lui, il a été opportuniste et il m'a contré à ce moment-là. Tu l'as revu ce combat? Oui, j'ai revu malheureusement. C'est douloureux de revoir ce match-là. C'était un choix Et, personnel, c'est toi qui a dit je veux revoir ce combat, je vais le remater pour comprendre ce qui s'est passé, j'en ai besoin. En fait, je ne sais pas si j'aurais regardé ce match, mais en tout cas, avec mon entraîneur, on a revu ce combat justement pour analyser et voir pourquoi j'ai perdu, pour essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs la fois d'après, quoi. Donc, j'ai regardé, c'était peut-être un peu le choix de mon entraîneur et mon choix personnel aussi parce que j'ai envie de progresser, j'ai envie de ne plus refaire ces genres d'erreurs. Donc, c'est important de revoir les images, même si c'est douloureux. À un moment, si tu te caches et puis tu ne veux pas voir, en fait,
tu ne vas pas forcément Ouais. progresser. Donc, même si c'est douloureux, il faut faire. Tu sais, après, c'est bien d'avoir ce recul-là, cette lucidité et ce courage hein, de se dire Oui. je vais regarder ça. Beaucoup d'athlètes n'y arrivent pas. Oui, Hein. mais c'est Ne pas un moment de regardent plaisir, pas. ça c'est sûr. Ouais. C'est pas un C'est moment de clair. plaisir, mais il faut faire. On peut parler d'une cicatrice ou pas? Est-ce que c'est. Alors, la médaille d'argent est magnifique, tu fais mieux qu'à Tokyo, mais est-ce que le terme Oui. cicatrice est trop abusé ou il est correct? Non, je ne dis pas que c'est trop abusé parce que ça laisse vraiment des cicatrices. De perdre une finale olympique et te dire qu'à ça, tu aurais pu marquer l'histoire des transports. Et en fait, tu pourrais dire que tu as réussi ta carrière en fait. Donc c'est un moment douloureux. Sur le coup, j'étais très déçu. Après, je regardais autour de moi. Je voyais que les gens et la famille étaient très fiers de moi. Du coup, j'ai fait l'abstraction de tout ça, de ces déceptions. Et j'ai dit, mais j'ai pas le droit de pleurer. Les gens, ils sont là, donc ça doit être un moment de fête, même si c'est une médaille d'argent. Et du coup, j'ai réussi à switcher, et puis j'étais quand même très content. Mais par contre, tu retournes chez toi, tu rentres chez toi une semaine, 2 semaines après, et puis à partir de là où tu commences où la vie redevient normale, quand tes parents repartent au Havre, quand tes amis ne sont plus là parce qu'ils sont rentrés chez L'euphorie eux, retombe. et tu te retrouves chez toi avec ta copine, et puis du coup là tu commences à réfléchir et tu t'es dit en fait, Lucas, tu as loupé une finale olympique, Ouais, je suis passé à et en rien. fait c'est pas facile à vivre. Alors après, bon, voilà, c'est pas tu ça. parles de l'après, évidemment très compliqué, Ouais. mais il y a aussi un tas de souvenirs que tu as Ouais. créés, notamment ces célébrations Oui. au Club France, cette médaille partagée aussi avec Chirine Boukli, Bien sûr, ouais. qu'on a reçue également. Ça, c'est des moments qui marquent à vie et des instants qui vous lient aussi à vie avec C'est Chirine. sûr, ouais. C'est des moments qui marquent, comme tu dis, la vie d'un athlète et puis la vie aussi des personnes qui nous entourent en fait, parce que même si c'est pas eux qui ont combattu, en fait, ils ont été là autour de tout ça, que ce soit les personnes qui m'ont aidé à atteindre ce niveau-là, que ce soit mon préparateur physique, mes entraîneurs, et puis ma conjointe, et puis les personnes, ils ont vécu un peu tout ça, donc ça marque ma vie, mais ça marque aussi leur vie. Moi, aujourd'hui, quand je repars avec mes parents de ces jeux, ils ont toujours les étoiles dans les yeux. Et je sais à quel point ils sont fiers et puis à quel point ils sont heureux que j'ai pu décrocher cette nouvelle médaille au jeu. Et puis c'est aussi pour ça où je fais du judo et je continue le judo. Je fais déjà pour moi, mais je fais aussi pour mes proches. Ouais. Parce que je sais que ça leur procure beaucoup de bonheur. Et puis, ils vivent quelque chose d'assez exceptionnel aussi à travers moi. Donc voilà, j'aime bien faire plaisir aux gens. Alors, il y a une chose aussi, Lucas, je reprends encore une fois hein, cet exemple au début d'émission du champion olympique géorgien de 2004 qui t'a Oui. inspiré. Est-ce que tu as pris conscience après les Jeux de Paris que toi aussi, tu étais devenu, pour des jeunes judokas, un modèle, une source d'inspiration? Oui, forcément, je ressens ça. Après, le judo, comme on sait, ce n'est pas un sport très populaire, ce n'est pas un sport très médiatisé, mais ça va encore. Il y a des sports, c'est moins populaire que le judo. Mais par exemple, je marche dans la rue, ouais, on ne va pas m'arrêter, ouais, Lucas, on peut faire une Oui. photo. Ça arrive de temps en temps. Après le jeu, c'est arrivé parce que c'était assez récent, les gens m'avaient vu à la télé et tout. Mais quand je vais dans un club de judo, je ressens que en fait, j'ai fait ma médaille et en fait, j'ai forcément marqué un peu l'esprit des gens en fait. Quand ils parlent avec moi j'ai reçu aussi beaucoup de messages où des fois il y avait des gens qui n'étaient pas, qui faisaient pas du judo et ils m'ont dit que grâce à moi ils ont repris le judo, des personnes qui n'en faisaient pas ou des personnes qui faisaient, qui ont arrêté, ils ont repris le judo, ou des fois il y a des parents qui ont mis les enfants au judo parce que voilà, ils m'ont vu combattre et ils ont aimé ce que je dégageais. Et puis souvent quand les gens y parlent, quand je vais dans un club de judo, en fait ils sont très admiratifs sur mon parcours, ils ont toujours des questions et puis je suis toujours là pour répondre. Et puis je me dis en fait j'ai aussi été à la place d'un enfant qui rêvait un jour de devenir un grand champion. Je me suis aussi inspiré des champions. J'ai aussi eu la chance de rencontrer des grands champions qui m'ont inspiré. Et je me dis c'est aussi mon devoir et à mon tour aussi de transmettre déjà les valeurs de mon sport et essayer de les aider comme je peux et puis les inspirer quoi. Ouais.
Lucas, je sais qu'après ta médaille aux Jeux de Paris, tu t'es projeté très vite sur Los Angeles 2028. On va faire de même dans cette émission, on en parle dans Chaud devant. Alors Lucas, en quoi le Luca Meredze de 2028 sera différent de celui de 2024? Bah, il y a pas mal de choses que j'ai changées. Déjà, j'ai changé de club. J'ai signé dans un nouveau club au mois de septembre. Donc du PSG au Oui, Flamme. c'est ça, j'étais au PSG pendant 2 ans et voilà, j'ai parlé avec l'entraîneur actuel du PSG, le responsable, et puis au final, voilà, j'avais une proposition, mais qui ne me correspondait pas en termes de suivi et tout. Et du coup, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, j'ai fait le choix de quitter le PSG. Et il y a Flamme Judo qui était très intéressé par mon profil. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, Chirine, elle est aussi Exactement. de ce club. Elle est depuis des années. Elle est arrivée très jeune en junior. Et j'ai parlé avec le président, avec les directeurs techniques, avec les entraîneurs. Et en fait, j'ai senti que c'était un club qui pouvait m'aider à passer un cap. Et puis, j'ai trouvé que les gens étaient vraiment bienveillants et j'ai besoin d'être dans une ambiance saine, en fait. J'ai besoin que les gens croient en mon projet. Et ce que j'ai retrouvé dans mon nouveau club, ils ont déjà des outils, pas mal des outils justement pour m'aider à progresser. Les entraîneurs, ils sont derrière moi H24. On fait pas mal de travail technique, tactique. Donc, je sens qu'ils croient en moi et qu'ils peuvent m'aider à passer ce cap-là. Et puis, des fois, dans une carrière, on a besoin des changements des fois pour se renouveler et puis voilà, voir un peu autre chose, quoi. Donc un Lucas, je reprends un peu ce que tu me disais, ce qui t'a peut-être coûté la médaille d'or à Paris, avoir trop envie, en mettre trop. En 2028, un Lucas plus gestionnaire peut-être? Plus sage, Plus sage. gestionnaire, plus réfléchi. Ouais. Et puis voilà, après, les années font que du coup, avec l'expérience, avec toutes les compétitions que j'ai pu faire, à chaque fois, quand je sors d'une compétition, j'essaie de regarder ma compétition et puis me dire ce qui a été, ce qui n'a pas été pour à chaque fois essayer d'élever encore plus mon niveau et puis progresser, quoi. Le rêve au football, c'est de mettre une Panenka en finale de Coupe du Monde. Le rêve au judo, c'est de faire quoi en finale des Jeux? Mettre un gros uranage, mettre un gros ippon bien sûr. Et puis les judo, voilà, c'est un sport où il faut faire tomber l'adversaire. Ouais. Et puis des fois, il y a des matchs, on gagne en pénalité. On n'aime pas forcément ça, mais le judo actuel fait que du coup, des fois, il faut être tactique aussi. Donc, s'il faut gagner une finale olympique par des pénalités, je gagnerai. Mais je préférais gagner une finale olympique, bien sûr, par une belle Avec boîte. la manière. Ouais, avec de la manière, bien sûr. Ouais. Je vais te citer 3 noms, bon, ça va te parler. Hein. Oui. Ilia Topuria, Merab Dvalishvili, Roman Dolidze. On sait que voilà, le MMA est un sport très très présent en Géorgie. Une reconversion en MMA pour Luca Meredze dans quelques années, c'est envisageable, c'est possible ou pas du tout? Non, ça ne sera pas envisageable parce que voilà, j'aime déjà trop mon sport, je suis trop attaché à mon sport. Et puis, je pense, quand je déciderai d'arrêter le judo, ça serait pour fonder une famille, ça serait aussi pour passer à autre chose. Et puis, le sport, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, je me suis beaucoup sacrifié, je vais encore me sacrifier quelques années, mais je fais ça avec de l'envie. Hein. Parce que j'ai envie, parce que voilà, je prends du plaisir aussi à faire dans ce que je fais. Quelques années, ça veut dire quoi? Quand tu dis quelques années encore? Quelques années, déjà faire l'Olympiade. Ouais. Et puis après, j'ai appris que les championnats du monde, c'était en Géorgie en 2029. Donc, au moins jusque 2029 pour... Oui, donc voilà, c'est vrai que je prends année par année, en fait. On ne peut pas forcément anticiper, j'irai jusqu'à 2032. On ne peut pas, en fait. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Donc, voilà, je prends année par année. Et puis, voilà, aujourd'hui, j'ai toujours de l'envie. Il y a toujours la niaque. Donc voilà, je continue et puis après on verra. Ouais. On le sait, dans le sport de haut niveau, il y a plein de choses qui peuvent arriver, notamment des blessures. Tu en as subi une compliquée, on va en parler tous les deux au coin du feu. Oui. Allez, je te rejoins dans le petit canapé, Luca. Donc on parle de cette blessure qui est survenue en mars 2022. Tu étais en stage en Mongolie et tu te blesses, tu dois être rapatrié en France. Le verdict, il est sans appel, il est assez cruel. Rupture du ligament antérieur du genou droit qui a nécessité une opération.
Tu as fait un post sur les réseaux voilà, pour annoncer ta blessure. Et tu dis tout de suite dans ce post, je me dis que dans la vie, il y a des choses plus graves et que ça reste du sport. Après tout ce que tu as traversé, on en a parlé un peu en début d'émission, ta vie, ton quotidien en Géorgie, la Pologne, l'arrivée en France, tu as dû bouger beaucoup. Une blessure, en fait, je ne vais pas dire que c'est rien, mais tu relativises beaucoup. Oui, tu relativises par rapport à tout ce qu'on voit en ce moment dans le monde actuel, les guerres, les personnes qui n'ont rien demandé et puis qui meurent tous les jours. Je me dis, bah, d'accord, c'est une blessure, mais il y a beaucoup plus de choses plus graves dans la vie, donc il faut relativiser des fois. Après, c'est sûr, c'est plus facile de dire ça de ma position parce qu'aujourd'hui, j'ai quand même réussi dans ma carrière. Donc c'est plus facile, mais peu importe quel résultat on a fait, on est un grand champion ou pas, on a réussi sa carrière ou pas, mais ce qu'il faut dire que dans la vie, il y a des choses quand même plus graves. Bien sûr, bien sûr. Après l'opération, bon, ça tu connais, vient le temps de la rééducation. Oui. Alors à l'INSEP, je sais que le cabinet de kiné il se situe juste en face du dojo. C'est ça, ouais. Est-ce que tu as fait le choix, est-ce que c'était déjà envisageable pour toi d'être au kiné de l'INSEP et de voir toujours tes coéquipiers s'entraîner ou tu as fait le choix de partir ailleurs? En fait, j'ai fait mon choix parce qu'à l'INSEP, c'est sûr qu'on a de la chance d'être suivi de très près et puis avoir vraiment un accompagnement très optimal. On a un médecin, on a 2 kinés à chaque fois et puis c'est une chance. Mais j'avais besoin en fait de m'éloigner de monde des judo. Parce que c'est ça, prendre du recul. Et en fait, je suis revenu un peu en arrière, quelques années en arrière. Et je me suis rappelé, quand je me suis retrouvé chez mes parents pendant le Covid, je sais que cette période, ça m'a fait du bien. Être loin de mon sport et puis couper un peu du judo. Et en fait, je me suis dit, Lucas, ça t'a fait du bien à ce moment-là. Et tout de suite derrière, tu as été hyper performant. Donc, je pense que c'est ce que tu as besoin aussi de sortir de ce milieu un peu du judo. Parce que je savais que j'allais vouloir un peu, si je restais un peu à l'INSEP et je faisais ma rééducation à l'INSEP, que j'allais vouloir aller un peu vite et ça allait me démanger à l'intérieur de moi. Quand j'allais commencer à voir les autres faire du judo et pas moi, je savais que ça allait commencer à me faire un peu mal. Et du coup, j'ai fait ce choix de partir à l'extérieur de l'INSEP et puis faire ma rééduc dans un cabinet avec un kiné qui s'appelle Kevin Guégan. C'est un kiné qui faisait les déplacements avec le judo, donc je le connaissais, je savais que c'était un bon kiné. Et puis je suis parti dans son cabinet. Je suis parti dans son cabinet, j'ai fait toute la rééducation là-bas. De temps en temps, je revenais aussi à l'INSEP, je refaisais les points avec le médecin, avec les kinés, du judo. Mais voilà, j'étais accompagné et puis ils avaient accepté aussi mon choix. Ils avaient été, le staff médical de judo, ils ont été compréhensifs envers moi. J'ai expliqué pourquoi, comment et pourquoi je voulais faire ma rééducation à l'extérieur, puis ils ont été compréhensibles. De temps en temps, je refaisais le point. Et puis voilà, ça m'a fait du bien au final. J'ai coupé, j'ai vu autre chose que le judo. Et quand je suis vraiment revenu, en fait, j'avais emmagasiné beaucoup d'envie parce que je n'avais pas vu du judo depuis longtemps. Je m'étais coupé vraiment du monde des judo. Et en fait, quand je suis revenu tout de suite derrière, j'ai fait un premier tournoi et puis tout de suite derrière, j'ai été performant en fait. Ouais, c'était au Portugal, ça tu fais. C'était au Portugal où je fais 3e et puis j'ai battu des judokas qui tournaient bien à ce moment-là et puis qui étaient médaillés. Et quand on a subi une blessure comme ça, alors c'était il y a 4 ans, mais même encore aujourd'hui, il y a encore un peu d'appréhension sur certains mouvements, un peu de peur que ça, de te refaire une blessure aussi grave ou pas du tout? En fait, au début, tu as un peu cette peur, mais au fur et à mesure, cette peur disparaît. Ouais. Mais par contre, des fois, ça peut être un peu dangereux et un peu une piège, parce que des fois, quand tu penses plus à ton genou, au final, tu peux commencer à te laisser un peu aller. En fait, ce qu'il faut savoir, quand tu te fais opérer des croisés, il faut continuer en fait à prévenir ses genoux en fait, à faire toujours une rééducation, à renforcer parce que si à un moment on s'affaiblit du quadri ou ischio, on a moins de protection au niveau des croisés, donc il faut faire attention quand même. Donc aujourd'hui je fais quand même attention, je fais quand même pas mal de renforts dessus pour que mon genou il reste assez solide et assez costaud. Mais c'est vrai que j'y pense plus réellement parce que c'est passé, j'ai repris et puis j'ai confiance en mon genou. Tu as bien raison et on voit les beaux résultats que tu as pu faire par la suite. Lucas, on va finir sur une petite note fun, ok? C'est parti pour le tout feu tout flamme.
Alors, je te donne la tablette, Lucas, on fait ça très rapidement, il nous reste peu de temps, 5 catégories, flamme olympique, feu de camp, briquet, allumette, cendre. Flamme olympique, c'est le top du top, cendre, c'est nul. Je te laisse classer ces éléments très rapidement, tu nous dis un petit truc dessus, mais vraiment, je compte sur toi. Déjà, je vais commencer par ce que j'aime pas, que je mettais à la dernière Vas-y. position, donc c'est les artichauts. Allez, un petit chaud. J'ai été un peu traumatisé par ces légumes. Peut-être, j'avais mangé peut-être les artichauts bien cuisinés, Ouais. mais en tout cas, les peu de fois que j'ai pu goûter, bah, j'ai pas forcément trop aimé. Après, Tu peux classer dans l'ordre, hein, vas-y, tu peux faire... Il y avait pire que artichaut, en fait, c'est le dopage. Aïe. Non, mais tu peux en mettre plusieurs hein, dans la ok, même d'accord, catégorie. ok. Ouais, Bon, ouais. bah, Donc artichaut et je garde avec dopage, dopage, ouais. évidemment. Bah, en fait, je suis quelqu'un qui déteste tricher. Ouais. Donc, les gens qui trichent et puis qui mettent leur santé en danger, je ne comprends pas. Et puis, quel mérite on peut avoir en ayant gagné un titre olympique en sachant qu'on est dopé, quoi. Je suis d'accord. Mais je reste persuadé, je m'oblige à croire que je me dis, ouais, j'espère qu'il n'y a personne qui se dope. Mais des fois, on se pose des Il y questions. a quelques soupçons. Ok. Allez, il te reste 1 minute pour les il faut aller classer. vite alors. Ok. Ouais. Je compte sur toi. Je sais que des ok. fois, tu finis tes combats rapidement. Paris Grand Slam, flamme olympique. Ouais, Voilà. tu as remporté notamment. J'ai remporté, donc j'ai de très belles souvenirs. Les séances des côtes, j'ai mis au niveau du briquet. Ok. J'aime pas parce que ça fait mal, mais il faut faire parce que Exactement. voilà, il faut travailler son cardio. Coloriage, j'aime bien, ça me détend, ça me fait du bien. Ouais. Je mets en fait de camp. Léon, c'est un film que je regarde depuis tout petit. Et oui. puis voilà. Film iconique. Hein. Voilà. À chaque fois, je finis en pleurs, mais voilà, c'est un film que j'aime bien. Les galettes, j'adore ça, les galettes de sarrasin. Ma copine, elle est bretonne, donc voilà, j'ai découvert ça. Donc maintenant, je peux plus m'en passer. Katagroma, c'est ma prise préférée, c'est ce que je mets plus. La peur des poids, j'aime Souvent pas, c'est après des moments le douloureux. premier combat. Ouais. Hein. C'est des moments douloureux, mais il faut faire, donc... Ouais, ça ouais, fait je partie mets, du job. Ça fait partie du job, donc je mets avec les séances des côtes. Sophrologie, c'est nécessaire, j'adore ça, ça me fait du Ouais. bien. Donc je mets au niveau de la flamme olympique. Tour Eiffel, après ma médaille. Il y en a un bout dans la médaille, hein, tout de même. Il y a un bout de la médaille. Puis j'avais été invité juste après ma compétition. Et puis j'étais monté tout en haut et j'avais fait des très belles photos. Donc je garde des très belles souvenirs. Très beaux souvenirs. Alors, et le Racing 92, j'avais été voir un match du rugby après les Jeux. J'avais été invité et j'avais passé un très bon moment. Donc je ne suis pas forcément le rugby. Avec le maillot. Voilà, voilà, avec le maillot en plus, ouais, exactement. Ouais. Et puis voilà, c'est un club que je supporte en France, quoi. Magnifique. La dernière question pour toi, Oui. Lucas, tu dois choisir entre le Paris Grand Slam, Léon, la galette de sarrasin, le Kataguruma, la sophrologie, la Tour Eiffel ou le Racing. Le top du top, si tu dois en garder qu'un. Ah bah le Kataguruma, Ah, le c'est ça qui va me Kataguruma. permettre peut-être d'aller ben, décrocher exactement. des médailles qui me manquent. Exactement, voilà, et on te le souhaite, Lucas. On va finir cette émission par une petite surprise pour toi avant de conclure. Regarde ça. Encore. Hey, salut Brat. J'espère que ça va, que la prépa pour les Europes se passe bien. Bon, un petit message pour dire en tout cas que je suis très fier de toi et très admiratif de ton parcours. Mais j'ai une petite question pour toi ce soir. C'est une question, ça fait longtemps qu'on se la pose et on n'a toujours pas trouvé la réponse. Après une compétition, c'est quoi le meilleur craquage alimentaire? La chose que je veux dire en premier lieu, c'est que c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un, Lucas, de simple. C'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un de humainement extraordinaire et c'est quelqu'un de respectueux. Je voulais le remercier pour ça, le remercier pour cette simplicité et cette joie de vivre. C'est quelqu'un qui a souvent le sourire. Quand il est dans un carré de combat, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est un grand champion de judo et c'est un grand champion de la vie. Voilà. Je te souhaite plein de belles réussites sportives, mais avant tout une belle réussite de vie avec ta compagne et puis ta famille, en espérant encore partager du temps avec toi dans un contexte peut-être différent. Salut mon Lucas. Bah écoute, je voulais juste te laisser un petit mot pour cette fin d'émission et pour te dire écoute toute la fierté que j'ai à travailler avec toi, à te suivre dans ta préparation physique depuis 9 ans maintenant, depuis 9 saisons. Écoute, tu es quelqu'un d'exemplaire, de bosseur, d'impliqué, de sérieux évidemment, et tu es un super exemple pour tous les judokas. Donc je te fais une grosse bise, je te dis à très bientôt pour aller chercher plein de belles médailles, et je t'embrasse, à plus tard. Salut mon Lucas, écoute, je compte sur toi pour pas tout casser à la télé, mais plutôt de le faire sur tes prochaines échéances.
Il y a un beau championnat d'Europe à aller chercher, presque à la maison. Donc on est tout cœur avec toi. Je t'embrasse, ciao, ciao. Voilà, on parlait de l'importance de l'entourage. Je vais remercier Louis Massy, Mathias Ricard, Michael Dubois et Stéphane Auduc pour ce beau message. Merci à toi, beaucoup. Lucas. Franchement, ça fait plaisir, hein. C'est des gens qui m'ont beaucoup aidé et puis qui sont là depuis des années pour moi. Donc, franchement, ça fait plaisir de voir ces images et merci d'avoir pensé. Bah écoute, merci à toi, je me suis régalé encore. Tiens, juste rapidement, Michael Dubois, là, qui te pose le... Comme ça, on va aller manger après. Donc, un bon kebab. Un bon kebab. Allez, voilà, un ça bon donne moment des après idées des pour, récits, ouais. pour la suite. Merci, Lucas, merci vraiment pour cette émission de qualité. Bonne continuation à toi. Merci beaucoup. Et je vais remercier toute l'équipe en régie, Julien Perronnet à l'édition, François Caudal à la réalisation, Enzo Morello au cadre, Alban Debergue au son et Sandrine David au maquillage. Salut tout le monde.